Et je vais donner maintenant la parole à Madame Massida, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, 468 victimes sont autorisées aujourd'hui à participer à cette procédure. Un nombre plus élevé de victimes autorisées dans l'affaire contre Laurent Gbagbo, mais encore minimal comparé avec l'étendue des crimes commis lors de la crise post-électorale. Femmes, hommes et enfants qui ont directement souffert des événements tragiques que se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, autres des violences sexuelles. Certains ont perdu leurs enfants, leurs frères et sœurs, parfois plusieurs membres de leur famille. Ils ont été privés de leur maison, leurs biens systématiquement pillés et incendiés. Des communautés entières ont été obligées de se cacher par peur d'être arrêtées, uniquement à cause de leur nom de famille, de leur pays d'origine ou de leur quartier de résidence. Ces faits ne sont malheureusement pas éconnus de cette Chambre, puisque le 12 juin dernier, la Chambre préliminaire 1 a rendu sa décision confirmant les charges à l'encontre de M. Laurent Gbagbo pour crimes de meurtre, viol, traitement inhumain et persécution commis sur le territoire de République de Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et au moins le 12 avril 2011. Il y a à peine 3 mois, cette Chambre s'est prononcée sur les mêmes faits qui sont aujourd'hui à la base des crimes reprochés à M. Charles Blé Goudé, en statuant qu'il y a des motifs substantiels de croire que l'ancien président de République de Côte d'Ivoire a commis des crimes ayant un caractère généralisé et systématique contre la population civile dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Mais l'ancien président n'a pas pu agir toute seule. Un plan d'une telle ampleur ne pouvait pas être accompli par une seule et unique personne. Et en effet, ce plan a pu être mis en place grâce à l'action de l'entourage de M. Gbagbo, dont M. Blé Goudé était un membre influent, dévoué et loyal. M. Charles Blé Goudé, à l'époque des faits ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, mais surtout leader des jeunes patriotes et porte-parole de M. Gbagbo auprès d'eux, a joué un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan commun. Les agissements des jeunes patriotes sont une composante essentielle de ce plan commun. Les victimes relatent essentiellement 2 formes de violence dont les jeunes patriotes se sont rendus responsables au cours de la crise post-électorale. Les pillages et les multiples barrages érigés par des soi-disant comités de surveillance de quartier tenus par les jeunes patriotes à Abidjan. La rue était donc le principal moyen de conquête ou de maintien du pouvoir, et qui, mieux que le général de la rue, pouvait mettre en place un système efficace, rodé depuis des années, simple et rapide à exécuter. L'usage des barrages et pillages à Abidjan lors de la crise post-électorale intervient dans un contexte qu'il convient de préciser et doivent être analysés dans le cadre de la bataille politique relative aux résultats de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. Le 2 décembre 2010, la Commission électorale indépendante déclare le candidat Alassane Ouattara vainqueur du scrutin avec 54,1% des voix. Malgré ce verdict, Laurent Gbagbo prête serment, garde le contrôle de la télévision publique, du siège du gouvernement, des locaux des différents ministères dans le quartier administratif du Plateau. Ce maintien au pouvoir sans titre est dénoncé tant par l'opposition que par la communauté internationale. Dans ce bras de fer, le contrôle de la rue devient la ressource principale du jeu politique, d'autant
que les multiples tentatives diplomatiques pour amener Laurent Gbagbo à céder pacifiquement le pouvoir s'avèrent vaines. Le rôle joué par les jeunes patriotes dans la vague de violence qui se déchaîne au cours de la crise post-électorale et qui a mené à la commission des crimes contre une partie de la population civile soupçonnée d'être opposée à Gbagbo et donc perçue comme des étrangers en terre ivoirienne, s'inscrit dans la continuité d'une décennie de crise qui trouve ses origines dans des causes internes diverses, s'étant cristallisées autour du concept d'ivoirité. En effet, le conflit qui a vu s'affronter les forces politiques fidèles au président sortant, Laurent Gbagbo, à celle de l'opposant historique, Alassane Ouattara, à l'issue de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010, n'a rien d'un phénomène nouveau ni surprenant. Il s'ensuit que, contrairement à son caractère apparemment spontané, la mise en place de barrages et le pillage systématique perpétré par la jeunesse patriotique n'est qu'un instrument politique, lucidement planifié, rapidement mis en place. Cela est ainsi confirmé par la dynamique de prolifération des barrages, de pillage et violences ciblées, survenant quelques heures après la tenue de la fameuse Assemblée générale de Galaxy Patriotique le 24 février 2011 à Yopougon. Et c'est Charles Blé Goudet qui préside cette assemblée. Il appelle les jeunes patriotes à leur rôle de cordon humain de sécurité du président Gbagbo, en les incitant à s'organiser en comité. Ces comités étaient destinés non seulement à empêcher le déplacement de l'ONUCI, supposé complice des forces Gbagbo, mais également à trouver et chasser les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays. Je cite du discours de M. Charles Blé Goudet le 24 février 2011. Je demande à tous les gens du Yopougon, Port-Boué, Koumassi, Adjamé, Cocody, Treichville, bref, de tous les districts d'Abidjan, je demande à tous les gens de Côte d'Ivoire de s'organiser en comité pour empêcher le déplacement de l'ONUCI partout dans le pays. Et encore, je cite du discours du 25 février 2011. Vérifiez les entrées et les sorties de vos quartiers et dénoncez toutes les personnes étrangères qui vivent dans votre quartier. À la suite de ces mots d'ordre du leader des jeunes patriotes, le phénomène des barrages se généralise aux alentours des fiefs électoraux de Laurent Gbagbo, notamment autour des cités universitaires de Cocody, de la Riviera et d'Abobo. Il gagne rapidement la commune de Yopougon, que se transforme subitement en un gigantesque tamis. Des barrages sont dressés çà et là à partir de sacs de sable et de débris d'étal. Sans exception, les véhicules sont méticuleusement fouillés, des coffres aux boîtes à gants. Les passagers sont sommés de descendre à chaque checkpoint pour être palpés. Les sacs à main des passagères sont fouillés, les papiers d'identité contrôlés. Par ailleurs, les individus étrangers aux différents quartiers sont détectés et soumis à un interrogatoire serré. Cette irruption de la jeunesse dans la sécurité s'effectue à des degrés variables dans les quartiers d'Abidjan. L'intervention juvénile à travers les barrages est par exemple plus accentuée à Yopougon que dans les autres communes d'Abidjan. Il est dans tous les cas indéniable qu'au-delà de l'apparent désordre dans lequel se sont propagés, les pillages d'Abidjan constituent une action collective pour une large part concertée, planifiée, politiquement construite et orientée. Un triste déjà-vu, Madame la Présidente, Mesdames les juges, puisque ce modus operandi caractérisait déjà les actions des jeunes patriotes en 2003, 2004 et 2006. Les victimes relatent également qu'au cours des événements qui se sont déroulés à Yopougon, on pouvait lire au fronton de l'un des petits commerces pillés et occupés « La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens ». Les magasins, les points de vente d'Atiéké, les marchés des bois de Yopougon, cible principale des violences et des pillages des jeunes patriotes,
ont un seul dénominateur commun, celui d'être des niches contrôlées par les immigrés. Béninois, Burkinabés, Mauriciens, Nigériens, Maliens, ainsi que par des Ivoiriens du Nord, tous considérés comme des partisans d'Alassane Ouattara ou perçus comme tels. L'occupation et la destruction des petits commerces étaient d'une telle ampleur que les victimes témoignent de la quasi-impossibilité de se procurer des produits de consommation entre la fin du mois de mars et l'arrestation de Laurent Gbagbo. On retrouve la même origine ethnique dans les attaques et dans les violences systématiques perpétrées par les jeunes patriotes au détriment des Ivoiriens du Nord. Chauffeurs de taxi Woro Woro, propriétaires de véhicules de type minicar, les Gubaka, propriétaires de commerces liés aux pièces détachées automobiles et de la quasi-totalité des garages automobiles de Yopougon. Plusieurs d'entre eux ont été battus, torturés, brûlés vifs. Leurs magasins pillés, aspergés d'essence et incendiés. Leur seule faute, être facilement identifiables comme Ivoiriens du Nord à cause du secteur dans lequel ils travaillent. Ce critère spécifique de ciblage, défini autour du lien entre l'ethnie et le secteur d'activité, nécessite néanmoins un bref rappel de la composition socio-économique ivoirienne. Depuis la période coloniale, le pays a été l'une des principales destinations des flux migratoires ouest-africains. Cette migration sous-régionale, issue de la stratégie économique d'accueil des étrangers dans les plantations ivoiriennes, mise en place dans les années 70 par le président Houphouët Boigny, s'est parallèlement accompagnée de flux internes, du nord vers le sud du pays. Si cette politique avait largement contribué au miracle économique ivoirien, elle a également engendré une nouvelle composition de la société, organisée en une véritable mosaïque ethnique et linguistique. À cette mosaïque de groupes culturels s'ajoute un clivage religieux. Selon le dernier recensement national, qui malheureusement ne date que de 1998, la Côte d'Ivoire était composée de 39% de musulmans, 30% de chrétiens, 12% d'animistes. Les Mandés-Légours, généralement musulmans, occupent depuis toujours une place très importante dans les activités économiques du pays, en particulier dans le domaine du commerce et des transports. Originaires du Nord, ils sont largement présents dans le Sud et particulièrement à Abidjan, où se situent la plupart des activités économiques. Or, les populations du nord de la Côte d'Ivoire ont, pour des raisons aisément compréhensibles, des patronymes identiques à ceux des immigrés de même ethnie provenant des pays voisins, le Burkina, le Mali ou encore le Bénin. Ils ont été dès lors systématiquement soupçonnés d'être originaires de ces pays plutôt que de la Côte d'Ivoire. D'où la simpliste assimilation de l'Ivoirien du Nord immigré au Sud avec les travailleurs étrangers venus des pays du Sahel. On comprend pourquoi, dans son fameux discours du 24 février 2011, M. Blé Goudé appelle les jeunes patriotes à ne pas tomber dans la plaie de la guerre civile et en même temps, il les invite à trouver et à chasser tout étranger du territoire ivoirien. Les 4 millions de Burkinabés, Ghanéens, Maliens, qui depuis plusieurs générations vivent et travaillent en Côte d'Ivoire, tout comme les Ivoiriens du Nord, qui portent des noms identiques, ne sont pas des Ivoiriens. Ils sont l'étranger qui usurpe leurs terres, qui occupe leur poste de travail et qui maintenant essayent même de conquérir le pouvoir politique. Le retour sur la scène politique d'Alassane Ouattara, qui le voit gagnant sur le FPI de Laurent Gbagbo, transforme en action les discours extrêmes de Blé Goudé. Alassane Ouattara, originaire du nord du pays, qui a poursuivi ses études au Burkina, qui a occupé des hautes fonctions pour l'État burkinabé,
dont la candidature avait été rejetée avant les élections présidentielles qui ont vu Henri Konan Bédié accéder au pouvoir, sous le prétexte que ses origines ivoiriennes de souche étaient contestées. Alassane Ouattara incarne parfaitement l'idée avec laquelle les jeunes patriotes ont été endoctrinés par Belgoudé. L'étranger venu du Burkina a usurpé le pouvoir, veut éliminer Gbagbo, occuper la terre des Ivoiriens à l'aide des Nations Unies et des anciens colonisateurs. Le terrain étant balisé, Belgoudé n'a qu'à déclencher les violences. Dans le 27e rapport du secrétaire général de l'ONUCI, on peut lire, et je cite, « Après que M. Belgoudé a appelé les jeunes patriotes en février à trouver les étrangers à Abidjan et dans le reste du pays, il a été signalé que de nombreux ressortissants du pays d'Afrique de l'Ouest avaient été victimes d'agressions et pour certains enlevés ou brûlés vifs, et que de commerces appartenant à des étrangers avaient été mis à sac et pillés à Abidjan. » Le rapport continue. Les maisons des opposants politiques de M. Gbagbo à Abidjan ont été marquées pour signaler l'appartenance ethnique de ces derniers. Depuis la mi-décembre, plus de 434 assassinats, au moins 520 cas d'arrestation et détention arbitraires, parfois accompagnés d'actes de torture, et au moins 72 disparitions ont été signalées. Des exécutions extrajudiciaires et sommaires, des viols, des actes de torture et d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des disparitions forcées, des arrestations et des détentions arbitraires, des attaques contre des édifices religieux. Fin de citation. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le nombre des victimes est beaucoup plus élevé de celui retenu par le secrétaire général dans le rapport que je viens de citer, publié seulement le 30 mars 2011, alors que la crise sévissait toujours et avant même l'arrestation de M. Gbagbo. Beaucoup plus élevé de celui retenu par l'accusation dans son document de notification des charges. Les événements qui nous occupent aujourd'hui ont causé des centaines de morts et de blessés, ainsi que des centaines de femmes violées. Madame la Présidente, Mesdames les juges, le caractère systématique des attaques est sans contexte démontré par ces événements. Il est aussi par le récit des victimes. S'il est vrai que la systématisation des violences est reconnue par l'accusation dans son document de notification de charge, qui d'ailleurs liste un événement en plus par rapport au document de notification de charge à l'époque établi contre Laurent Gbagbo, notamment l'attaque sur Yopougon le 25-28 février 2011, ce document reste encore partial quant à l'étendue de la victimisation. Les victimes attendent encore que la justice un jour leur soit rendue. Elles se disent satisfaites du fait qu'un premier pas important a été franchi avec la confirmation de charges à l'encontre de M. Laurent Gbagbo. Elles attendent maintenant que le rôle joué par M. Belgoudé lors des événements qui nous occupent soit également reconnu. Elles considèrent en effet que la vérité sur les événements qui se sont déroulés lors de la crise post-électorale ne sera pas complètement dévoilée, ni leur histoire réellement comprise, jusqu'à ce que le rôle majeur joué par l'ancien général de la rue dans la mobilisation des jeunes pro-Gbagbo n'est pas mis en lumière devant une cour de justice. Les victimes attendent que la vérité soit faite sur l'effet de la crise post-électorale, pour que leur souffrance aujourd'hui puisse être apaisée, mais surtout pour que les crimes et les horreurs du passé ne se répètent pas dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.